Ça dit quoi? L'équipage One Piece, ok les gars. Et oui, je suis de retour après une semaine de pause parce que je vous avoue que la dernière vidéo m'avait pas mal bouffé. Donc j'ai pris une petite pause de DBD, j'ai pris une pause de montage aussi, histoire de revenir un peu plus frais. Je vais pas vous mentir, j'ai joué à d'autres jeux que DBD, j'ai fait du Minecraft, j'ai fait du Pig, j'ai aussi fait du Repo les gars. Donc je vais pas vous mentir les gars, la reprise elle a été assez dure, je galérais un peu avec les hachettes. Mais bon, vous me connaissez, j'aime pas trop passer par 4 chemins les frérots. On va répondre encore une fois à une question les gars dans cette vidéo. Les frérots, on va répondre à une question très simple qui est complètement liée à la vidéo précédente que j'ai réalisée, c'est-à-dire sur est-ce qu'il faut jouer fair play. Les gars, j'ai mentionné les stratégies, mais j'ai pas mentionné les add-ons. Parce que c'est vrai que certains add-ons font très polémique hein, dans la communauté DBD. Et là les gars, on va s'attarder aux têtes iridescentes de la chasseuse. Mais pour les nouveaux joueurs de DBD les frérots, je me dois de prévenir qu'il y a quelques années, c'était possible d'avoir 3 têtes iridescentes, donc 3 hachettes qui one-shot, grâce à la combinaison de plusieurs add-ons, et c'était complètement fumé. Pour être plus précis, suffisait de mélanger l'Infantry Belt avec les têtes iridescentes, et ouais, vous pouviez avoir plusieurs hachettes qui one-shot. Ça, c'est juste pour rappeler les bons souvenirs aux anciens joueurs, et de montrer aux nouveaux qu'ils ont échappé à quelque chose de vraiment terrible, parce qu'en général on commence survivant, donc tomber sur ça dès ses premières games, bah ça fait vraiment pas plaisir. Mais alors aujourd'hui, vu qu'on se limite à une seule tête iridescente, je me suis dit que c'était pas forcément si bon que ça en fait. Et donc les gars, pour répondre à cette question qui nous taraude tous l'esprit, eh bien je vais faire des games, vous vous en doutez, sans tête iridescente, et après avec tête iridescente, et on va voir à peu près à quel point ça change le gameplay. Est-ce que c'est un gameplay qui vaut plus la peine? Est-ce que c'est complètement gaze? Bref les gars, c'est parti pour répondre à la question du est-ce que les têtes iridescentes de la chasseuse sont fiables? Ok, regardons combien de games il y a à analyser avant de passer aux games iridescentes. Bon, ça devrait être rapide hein, parce que j'ai pas pris trop de vidéos normalement. Ce qui est sûr, c'est qu'on manquera clairement pas de clips ou de contenu. Là, ce que vous avez sous les yeux, c'est des games sans tête iridescente. Et je vais pas vous mentir, dans cette game, il n'y a absolument aucune tension. Je n'étais en danger à aucun moment parce que je l'aurais roulé dessus. En fait, j'utilise ici, dans cette game, plutôt le slug. Et pour moi, c'est vraiment la stratégie la plus forte avec la chasseuse. Et je pense qu'avec d'autres tueurs, bah, c'est pas forcément le truc à favoriser. Mais comment il s'appelle des jeux jeudi? Ouais, carrément j'ai sursauté quand je l'ai mis sur la hachette. Bon, ce que montre cette game et toutes les autres qui vont suivre, c'est qu'en fait, la chasseuse, c'est beaucoup de tentatives de shot. Oh là là! Et ça m'arrive d'être mauvais moi au jeu? Le truc, c'est que cette conclusion nous amène à nous dire qu'en fait, les têtes iridescentes sont néfastes car elles vont nous freiner lors de ces tentatives de shot car on aura peur de se retrouver sans hachette. Enfin bon, ça, je rappelle que c'est l'image que renvoie cette game et que ça reste de la théorie. Maintenant, est-ce que la pratique prouve le contraire? Bon les gars, il y a un problème. Il reste quand même pas mal de gameplay encore. Pas mal de longues minutes de moi qui pulvérise des survivants pour votre plaisir. Ah, pas pour moi les frères, pas pour moi. C'est pour vous que je le fais les gars, c'est pour vous. Bon. Bah, c'est reparti hein. C'est à ça autant que vous êtes. Ah bah... Les gars, arrêtez de tourner à droite, je sais très bien que vous allez faire ça.
Bon les frérots, j'espère que vous avez apprécié cette compilation, car moi, elle m'a permis d'éliminer 80% des games que vous aviez sous les yeux. Donc là les gars, il nous reste plus qu'une seule game chasseuse classique, et 4 ou 5 games de game iridescente. Bon, je vous montre juste ce début de partie, parce qu'il est très amusant, et après on part sur les ris. Par exemple, la différence, ça peut faire ça, genre... Bon, c'est parti, on s'y attelle enfin, et là on arrive sur notre fameuse game sur les ris. Donc ça va être une partie assez intéressante pour les nouveaux joueurs. Ici j'utilise Lethal Pursuer, ou aussi appelé poursuivant meurtrier en français, qui est une perque du Nemesis, qui me permet de voir l'aura de tous les survivants en début de partie. Bon les gars, là on va rentrer dans des choses assez compliquées, donc ça va être assez difficile de tout vous expliquer de façon très claire. On commence sans plus tarder, et en tant que tueur, vous devez déjà avoir pensé à quelque chose, et cette chose, c'est de leave la chase. C'est une option qui, oh la vache, est super compliquée en vérité, parce que ça dépend de beaucoup de facteurs, je vous en mets quelques-uns à l'écran. En début de partie, lorsque vous avez des premiers hits aussi rapides, c'est parfois rentable de changer de cible. On va dire que le plus intéressant, c'est au final d'avoir l'information sur la position des autres survivants. Car c'est de cette façon que l'on pourra appliquer la meilleure pression possible. Je vais aller sur lui. Quoique, en vrai, ils sont tous partis vers là, donc en fait, ils sont en train de faire ce gène là. Je vais aller par là-bas. Bon les boys, on va s'attaquer à un très gros poisson en tant que tueur, et c'est la pression. Mais les gars, ne vous en faites pas, parce que je vais vous l'expliquer de la manière la plus simple possible, avec un fameux croquis les gars, bien sûr que je vous en mets un. Pour ceux qui se demandent ce qui vient de spawn à l'écran, c'est bel et bien la map de Léry les frérots, hein, mais c'est le meilleur schéma que j'ai pu trouver sur internet, donc malheureusement on va faire avec. Ok, on ajoute à ce croquis un tueur, des survivants. Bon, vous allez voir, c'est super simple. Les gars, en tant que tueur, vous avez une force, et cette force, c'est de pouvoir down les survivants. Logique jusque là. Maintenant, vous en conviendrez, vous ne pouvez pas down un survivant à l'autre bout de la map. Vous avez besoin que les survivants se trouvent dans votre périmètre d'attaque. Et ce périmètre, les gars, il faut faire en sorte de l'étaler sur le plus de survivants possible. Lorsque vous avez une bonne pression, c'est que vous exercez votre périmètre de champ d'action sur plusieurs survivants à la fois. C'est pourquoi il sera toujours préférable de rester dans des zones où il y a beaucoup de survivants. Bon, ce que vous devez simplement retenir de tout ça, c'est que de manière générale, si vous croisez un survivant qui vous envoie à l'autre bout de la map, ne le suivez pas. Restez sur les 3 autres qui sont en train de faire un générateur. Concrètement, ce qui se passe ici, c'est que je sais qu'il y a 3 survivants en hauteur et un survivant qu'on croise juste ici qui va vers le bas de la map. Il n'y a absolument aucun intérêt pour moi d'aller suivre ce survivant, puisque je sais, grâce à poursuivant meurtrier, que les 3 autres survivants sont sur l'autre côté de la map et font probablement du générateur. Donc là, c'est super simple, pas vraiment besoin de se prendre la tête, on va vers les 3 autres survivants. Quoique... Véritable as fuck, mon frérot. Ce down rapide constitue un véritable avantage stratégique pour moi, car il me permet de profiter de mon crochet flagellateur et de plus d'avoir une certaine pression sur 3 générateurs différents. Je suis vraiment étonné qu'il n'y ait personne sur ce gène. Bon, merci le crochet flagellateur qui va me donner un immense avantage sur cette carte où il y a plein de murs et où c'est pas forcément facile de prendre de l'info. Les gars, il est clair que je vais bien profiter de ce crochet, car ce crochet est au centre d'un trigène très avantageux pour moi. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un trigène, les gars, on parle de trigène quand 3 générateurs sont proches et peuvent constituer un avantage significatif pour le tueur à la fin de la partie. En mode j'allais te pousser, frérot. C'est vrai que la bombe fumée sur... Bon les gars, à votre avis, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai en tête ? Bon, la réponse, c'est clairement de revenir sur cette save, parce que j'applique ici une pression différente de celle que j'évoquais juste avant. Vous savez, dans celle juste avant, je vous ai expliqué qu'en fait, l'objectif, c'était de délimiter un territoire où on downait les survivants. Eh bien ici, c'est un peu différent, on vient pas down les survivants, on vient seulement les blesser, pour les forcer à aller chercher du heal, ou à subir un one-shot lors de notre prochaine rencontre. Ainsi, il ne s'agit pas de revenir vers la save juste pour camper, mais plutôt de les empêcher de se soigner. Bien vu ça. Je me suicide. Ok, pause, préparez-vous, je vais vous en faire plein. Alors là, vous voyez clairement l'aura d'un survivant en train de réparer du générateur. Selon vous, est-ce qu'il faudrait aller empêcher ce survivant de faire le générateur ?
Eh bien la réponse est non, parce qu'on voit clairement que ce générateur n'est pas vraiment dans un trigène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres générateurs à côté. Donc ça signifie que ce n'est pas un générateur vraiment important en soi, et donc ce n'est pas un problème de le perdre, c'est un peu le générateur qu'on vient sacrifier. De plus, si je venais défendre ce générateur, ça impliquerait de bouger toute la pression physique que j'exerçais sur un côté de la map pour un autre, et rien ne me dit que ça peut être rentable, car je ne suis pas certain de la position de tous les autres survivants. Au final, vous voyez bien que ça dépend de l'information que vous avez. Maintenant, si vous êtes vraiment certain que les 3 survivants sont sur ce générateur, est-ce que vous y allez ? Bah en vrai, les deux possibilités se défendent. On va dire que vous mettez de la pression sur plusieurs survivants, mais que vous laissez l'opportunité à Fengmin de casser un trigène potentiel qui pourrait vous servir plus tard. Ici, c'est plus rentable de descendre Fengmin, de l'accrocher dans le trigène et de camp les 3 générateurs, voire plus Fengmin. Et là, si les 3 survivants restent stackés de l'autre côté de la map, on peut clairement aller chercher la P2 de Fengmin, voire sa P3 avec un tunnel, et donc de se retrouver en 3v1 assez rapidement. Ah putain, je le vois en train de faire du gène en plus. Mais vous allez voir que je vais finir par choisir l'entre-deux. Je suis concentré sur tant de trucs à la fois. Bon, là, c'est le fameux je dépose pas. Pour moi, elle n'allait pas déposer. C'est un 50-50, mais bon, j'ai clairement oublié qu'elle était blessée et que ça pousse souvent les survivants à déposer. Ok. Ouais, je vais la lâcher. Bon, là, ce qui est intéressant, c'est que vu que Fengmin n'est pas trop mauvaise en loop, je risque gros en continuant la chase. Et là, elle bouleverse mon ordre de priorité. J'établis une forme de compteur dans ma tête, à peu près entre 20 et 30 secondes, et je suis obligé de revenir vers mon trigène à la fin de ce temps que je me suis imposé. Bon, je précise aussi que si je leave Fengmin ici, c'est que je sais pertinemment que je vais revenir vers elle après le down rapide que je vais avoir sur ce générateur. Pas facile à toucher, mais quoi qu'il en soit, je down ce survivant quelques secondes plus tard et je l'accroche sur un crochet qui n'est pas forcément idéal, mais bon, j'ai vraiment envie de passer à autre chose, surtout que je sais à peu près où est Fengmin et je veux surtout pas qu'elle casse mon trigène. Comme prévu, elle a bien avancé sur un des générateurs qui m'intéresse le plus dans la game. Bon, je finis par la sound et par la down et je vais l'accrocher sur un crochet pas très loin du précédent. Ok. Ça me donne de l'info. Ouais, et d'ailleurs, c'est une excellente nouvelle pour moi, parce que ça veut dire qu'ils ne prennent pas la save pendant que moi j'accroche. Ce qui signifie que je peux maintenant camper 2 personnes à la fois. Et là, vous me voyez venir, stratégie de la ligne les frérots, je vais regarder tout ce qui passe dans le couloir et personne ne pourra prendre cette save. Toutefois, étant donné que cette map a énormément de murs qui bloquent la visu, je peux très facilement prendre les survivants off-guard en tendant des pièges. Et ça va plutôt bien fonctionner. Bon les gars, je vais vous expliquer. Regardez bien. En fait, c'est simple. J'ai un peu chié. Mais c'est simple. Bon les frérots, si vous voulez vraiment terminer la game à ce moment-là, il suffit de vraiment hardcamp Ace, puisque de toute façon, sa jauge d'anti-camp n'a clairement pas assez augmenté pour qu'il puisse s'échapper avant la fin de son timer. Car oui les gars, je rappelle qu'il y a quand même un système anti-camp sur le jeu qui permet aux survivants de se libérer tout seul si le tueur est resté trop longtemps à côté de la save. Elle a... Je ne comprends pas. Pour moi, elle a des couilles immenses. Pour moi, elle a des couilles monumentales. Jamais j'aurais fait ce qu'elle a fait. En fait, avec ma hachette levée, pour moi c'était tellement évident que si elle passait devant moi, elle allait se la prendre, que je n'ai juste pas imaginé une seule seconde qu'elle pouvait se promener tranquillement devant mes yeux comme ça. J'avais juste à... Elle a bien vu que je tenais la ligne, quoi. Elle a pas joué à Valo, elle, quoi. Ok, je les vois tous les deux. Je vois l'autre aussi. Bon, la prise de décision et d'information est belle, mais je n'ai pas de hachette, donc ça part directement recharger, et je vais aller chercher le survivant qui est le plus proche de la save, afin de forcer un autre survivant à venir en renfort. Bref, je passe un peu, et après avoir accroché Fengmin, je tombe sur un survivant en P3 qui fait un des générateurs de mon trigène. Je cherche donc évidemment à le faire tomber le plus vite possible.
J'avais pas vu la fenêtre. Avec une bonne connaissance de mon allonge, je parviens à la down assez facilement, je l'accroche sur un crochet, et c'est fin de jeu pour elle, 3v1. Simple deduction, guys. On sait pas où je vais tirer. Hop là. Excellent, la team. Je sais qu'il y a une fenêtre cette fois-ci. Je te préviens. T'as pas intérêt à la prendre. Tu sais qu'elle est là. Bon alors on doit... Ok, bien vu. Bon les gars, ici, il n'y a vraiment pas débat. Quand vous downez un survivant et que vous en croisez un autre, juste essayez de mettre un hit sur l'autre survivant, puis ramasser celui que vous avez down juste avant. Là, ce qui est vraiment cool, c'est qu'en faisant cette stratégie de slug, classique, hein, finalement, tout le monde l'a fait, bien je tombe sur le dernier survivant, donc ça me donne encore plus de temps pour faire durer mon slug. Bon les gars, je vous conseille quand même de vous méfier, parce qu'on est clairement dans un jeu où conviction existe, et cette perk est complètement abusée. Il n'est pas là. Ouais, super. De la lecture d'aura. Bon, c'est nickel parce que ce crochet flagellateur va clairement pouvoir me permettre d'avoir accès à la position de tous les survivants dès lors que la personne sera décrochée. Donc c'est nickel. Il est. Très bien. Ok. Et hop là, vous vous doutez bien que ça part en question surprise. Est-ce qu'il faut aller vers ce survivant blessé ou alors retourner vers la save ? Bon alors là les gars, je vais pas vous mentir, vous pouvez pas vraiment avoir tort, parce que dans les deux cas, ça reste un bon choix. Mais pour moi, le meilleur choix, c'est clairement d'aller chase le survivant et de ne pas revenir sur le crochet. Et ce, pour 3 raisons. Premièrement, ce survivant est en P3, ce qui signifie que dès lors que je l'aurai down, on se retrouvera en 2v1, situation impossible à win du côté des survivants. Surtout avec 3 générateurs restants. Deuxièmement, durant toute la game, j'ai habitué les survivants à revenir constamment vers la save. En ce moment même, il est fort possible que ces survivants aient clairement pris de la distance en pré-shotant le fait que je revienne vers la save. Il me ferait donc perdre plus de temps et peut-être que Ace pourrait finir ce gène de mon trigène. Et enfin, dernière raison, le gène le plus avancé, c'est celui qui est juste sous mes yeux. Donc je n'ai aucun intérêt à sortir et aller chercher le hook en laissant tranquillement Ace avec mon générateur adoré. Je vais donc le défendre en attaquant Ace, car je suis persuadé que les personnes sous le crochet vont clairement chercher à se heal et pas à faire ce générateur. En vrai, c'est le gène le plus avancé de la carte, je crois. Bon, en plus il a duré 2 secondes, donc c'est vraiment nickel. Bon, je force le 2v1, et là c'est clairement win. Bon, là on va pouvoir s'amuser avec Feng Min, les gars. Parce que si je la chase pendant 1 minute, je risque pas de perdre de gène. Spoiler, elle a tenu 15 secondes, donc la chase n'en valait vraiment pas la peine. Et c'est la fin des games avec les hachettes classiques, c'est-à-dire avec 7 hachettes. Bon, elle a pris son mori, et maintenant on passe au game avec des hachettes iridescentes. Et là, je vais très vite me rendre compte qu'en fait, c'est le gameplay même de la Huntress qui change, les gars. C'est parti pour de la masterclass. Bon, les frérots, alors là ce qui est cool, c'est que finalement l'une de mes meilleures games avec les 7 hachettes, c'était sur les riz. Donc là on va pouvoir voir la diff. Je n'ai aucune idée de où on spawn les survivants, puisque j'ai spawn quasiment au milieu de map. J'en ai trouvé un. Bon les gars, méfiez-vous toujours du premier survivant que vous croisez dans votre partie. En fait, c'est peut-être le survivant qui s'y connaît le mieux en loop et qui va vous donner le plus de mal dès vos premières minutes, et ça peut clairement affecter votre mental. N'oubliez pas que les survivants se sentent confiants en début de partie car ils ont encore toutes les ressources de la carte à leur disposition. Donc si vous trouvez des survivants qui ne sont clairement pas à l'aise à l'idée de vous chase dès les premières minutes, c'est peut-être que ce sont eux les cibles idéales. Je dis quoi l'équipage One Piece? Bon, le plus important c'est que les survivants ne décollent pas. Bon, le coup dur pour le mental. Déjà, se prendre une hachette iridescente c'est déjà un coup dur, mais alors finir dans le basement en plus de ça. Bon. Ok, ça va sauver du coup.
très dur d'utiliser la stratégie de la ligne dans une telle map. Hop. J'ai dit juste avant que lorsque vous downez un survivant et que vous en trouvez un autre, c'est toujours sympa de mettre un hit en plus. Bah là, c'est encore plus rentable quand ta personne va être down. Je vous jure que c'est la pire façon de jouer, genre. Ok, je comprends en fait. Je comprends pourquoi c'est fort. En fait, je m'excuse de jouer comme ça carrément. Genre vraiment c'est dégueulasse. Là ils sont tous en P3. Ouais, c'est assez fort, je suis d'accord. En vrai c'est plutôt fort. En vrai je suis mitigé de ouf. Je suis mitigé de ouf. Bon les gars, ici le dernier survivant est révélé par Chilen Barbecue, et je peux vous assurer que ce n'est pas très dur de la trouver malgré son avance. Ici, elle n'a en fait pas de solution, parce qu'à gauche c'est le bord de map, tout droit c'est moi, et à droite, en fait c'est sa seule porte de sortie. Donc je sais très bien que dès lors que j'arriverai à l'endroit où je l'ai vu pour la dernière fois, je n'aurai qu'à partir sur la droite pour la retrouver. C'est une folie. C'est une folie comment je l'ai... J'étais dans son cerveau les gars. Oh non, j'aurais dû la laisser partir. Oh, je suis un con. J'aurais dû la laisser partir. Mais en fait, genre à sa place, j'aurais fait exactement pareil. J'aurais couru sur la gauche en fait. Les frérots, on arrive à la dernière game de la vidéo. C'est une game plutôt sympathique parce que j'ai quand même touché pas mal de shots assez intéressants avec les têtes iridescentes, parce que je me relâchais un petit peu, voilà, j'étais beaucoup plus confiant. Je me permets ces choses-là et j'y reviendrai en fin de vidéo parce qu'en fait sinon on s'endort pendant la game, genre vraiment c'est une folie. Oh là 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 là, l'équipage. Ils sont impressionnés tous. Sur ce que vous venez de voir, ça arrive assez souvent que plusieurs survivants se mettent à se heal dans un coin de map. En fait, vous pouvez deviner ça parce qu'en fait, certains survivants ne portent pas forcément prophylaxie ou auto-traitement comme on dit aujourd'hui sur leur game actuel, ce qui fait qu'ils vont forcément se réunir par la suite pour se heal tous ensemble et plus rapidement. Prophylaxie n'est plus autant à la mode qu'avant. Ah ouais, tu cries mon pote.
Bon, les frérots, c'est la fin de cette game, puisque de toute façon les survivants ne vont pas tenir 30 secondes de plus. Ici je vois, grâce à ma perque Vierge de Fer, que Kate est de l'autre côté de la map. Selon moi, le plus plausible aurait été qu'elle remonte par les escaliers. Comme par hasard, elle remonte par les escaliers. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous mettre à la place des survivants quand vous jouez tueur. C'est super pratique pour anticiper leurs déplacements et pouvoir leur couper les trajectoires. C'est donc une victoire et bon... Que dire de ces hachettes iridescentes? Bon attendez, j'ai pas d'inspi là, il faut que je mette ma musique. Bon les gars, on arrive au bout de cette expérience et ce que je peux vous assurer, c'est que ces hachettes iridescentes sont complètement gaze les frérots. En fait, le gameplay est beaucoup trop soporifique puisque ça vous force, puisque vous n'avez pas beaucoup de hachettes et que vous ne pouvez pas enchaîner les chases, à camper. À camper vos totems, à camper vos générateurs, à camper vos saves, mais genre là c'est vraiment que ça. Et en plus, il n'y a même pas de contenu puisqu'au final, toutes les hachettes que vous mettez, vous les mettez que quand vous êtes sûr de les toucher, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de spectaculaire, il n'y a rien qui vous fait frémir à l'intérieur, mais qu'on se comprenne bien, ça reste des hachettes très fortes. En soi, ce pouvoir de one shot, il est vraiment redoutable. C'est juste que c'est ennuyant pour vous et pour les survivants. Donc, éclatez au sous-sol ces hachettes. Je suis clairement pas prêt de retoucher à ces hachettes avant très longtemps.